Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Ok, super, j'entends déjà du chat, super. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Bourbier. On est très content du coup d'avoir pour ce dernier épisode de l'année Guillaume qui va nous parler en tout cas une problématique qui va nous intéresser et qui nous intéresse en tant que PM, la data. Donc data centricity. Je vais inviter Guillaume avant de commencer. Voilà, Guillaume, tu as reçu l'accès, dis-nous si c'est bon. Ça a l'air d'être bon, ouais. Bonjour à tous. Ok, super. On te voit, on t'entend. Donc merci d'être avec nous. Comme je le disais, les participants, merci encore d'être là. Il y en a toujours des fidèles au rendez-vous, ça fait plaisir. Pour ceux qui ne sont jamais venus à notre webinaire, donc le format est le suivant. On a envie d'avoir un format qui, je dirais, partage des connaissances qu'ont acquises des personnalités de l'écosystème produit. Par l'expérience, souvent dans la difficulté, dans l'échec parfois, donc c'est pour ça que ça s'appelle le bourbier. Aujourd'hui, on accueille Guillaume justement qui va nous partager son expérience par rapport aux enjeux de la donnée. Donc n'hésitez pas à participer, hein, l'événement il se veut interactif. Donc dès que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions, de préférence, sinon le chat, mais de préférence questions. Moi, je vais faire un maximum pour Guillaume aussi quand tu seras en train d'expliquer un peu ton expérience. Moi, je parfois rebondirai sur ce que tu diras pour justement essayer de voilà, faire participer, je dirais indirectement les participants et moi-même. Ça marche. Donc, sans plus attendre, Guillaume, je vais te laisser te présenter rapidement. Et puis, tu pourras nous expliquer, hein, data-driven, illusion et réalité, qu'as-tu appris par rapport à ce mot qui, on le sait, est omniprésent dans l'écosystème produit, hein. Data centricity. Donc, on t'écoute. Ouais, bonjour à tous. Ouais, bonjour à tous. Alors, est-ce qu'il y a un écho ou c'est Est-ce juste qu'il y a un moi? écho? C'est juste moi. Moi, j'ai pas d'écho. Par contre, j'ai perdu ton image, caméra. Hmm, Je vais regarder parce qu'Anne a dit que il y a un écho. On voit bien Guillaume. Ok. Je vais changer. Est-ce que c'est un peu mieux? Moi, c'est mieux là. J'ai plus d'écho en tout cas. Donc, j'espère que c'est bon. Dis, mais il y a que moi qui vois pas. C'est Tu me du. vois pas? Bah, je suis là visiblement. Ça a l'air d'être bon pour les autres. Alors. Je te laisse C'est régler. peut-être Puis moi si qui ai t'as un besoin que problème j'essaye de autre chose, je connexion en tenterai. fait. Ce que je voulais dire, en fait, en réfléchissant à cette problématique data-driven et en étant dans une boîte qui est hyper data-driven chez Spotify, je me suis dit que la barre, en fait, elle n'était pas très haute et je voulais un peu démystifier l'objectif de qu'est-ce que c'est qu'être data-driven et montrer qu'au final, on l'est un peu tous. Et donc, l'idée de cette présentation, c'est vraiment le b a-ba de la data. Donc, ça se veut super simple. Après, avec les questions, on pourra approfondir par la suite. Donc, qui suis-je? D'où je viens et qu'est-ce que je fais? Ah, très bonne question qui démarre. J'espère y répondre dans la présentation. Donc moi, j'ai plutôt un passé ingénieur, donc de formation plutôt informatique. Mais dans ma milieu professionnel, j'ai tout de suite dérivé vers plus de la MOA ou du business analyst. Et je suis rentré dans le product en Nouvelle-Zélande, où j'ai commencé à bosser pour Fiserv, qui font une application mobile pour les banques. Alors là, j'ai découvert tout ce qui était user research, avoir son produit, traquer un peu des données, suivre comment se font les choses, et puis le milieu aussi des apps mobiles avec une espèce de focus sur la note sur les App Store, qui était hyper intense. Ensuite, je suis rentré en France après 4 ans là-bas pour bosser dans une beaucoup plus petite structure qui était en train de développer une appli web, desktop, et puis après mobile, on va en parler un peu plus tard, pour des experts comptables et des PME, des clients des cabinets d'expertise comptable. Donc là, 35 personnes, une structure beaucoup plus petite avec très delivery focus. Et j'ai rebondi sur un truc énorme chez Airbus, où là, j'ai commencé à faire de la data ils avaient une grosse plateforme data, et il fallait essayer de faire
des use cases pour cette plateforme data. Donc, c'était essayer d'aller voir s'il y avait plus technique, est-ce qu'il y a des algos de machine learning qu'on peut faire sur cette plateforme. Donc, c'est un différent type de PMing, mais c'est ça qui m'a ouvert la voie sur la data pour rentrer chez Spotify. Ça va faire un peu moins d'un an, pour maintenant faire des applis pour traiter la data. Donc, je tourne autour de la data, mais avec une version plus product. Et chez Spotify, il y a 3000 personnes qui bossent chez Spotify. Donc, plein de cultures de boîtes différentes, gros groupes, moyens et grands groupes, et petits groupes, et du coup pas un groupe, mais des startups, et, et dans différents pays, différentes cultures, donc c'était intéressant. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui? C'est se rassurer, je pense qu'on est tous data-driven, donc on va passer un petit peu de temps juste pour repérer Mm. ça. Par un exemple, en fait, ce que je voudrais vous montrer, c'est que même quand je pensais qu'on l'était pas, en fait, en réfléchissant à la presse, je me suis dit, bah si, on l'était quand même un peu. Donc comment, sur ce peu de data qu'on a, pas faire trop d'erreurs et les exploiter au mieux. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour aller à un niveau supérieur sur cette data? Et puis à la fin, on aura un peu de temps pour discuter. Donc, je vais passer un peu de temps parce que la plupart de la presse est pimentée, illustrée par deux expériences principales. La première, on en a parlé, c'était In Extenso Digital. Si j'arrive à passer, voilà. Donc là, c'est le produit qu'on fait, c'était un portail d'application desktop et mobile en train d'être créé en 2018 pour des experts comptables partout en Europe. Donc il y avait des problématiques d'avoir des bons users un peu partout avec différents besoins. Et les clients des cabinets d'expertise comptable. Donc Madame Michu, qui est traiteur à Limoges, ben, si elle a besoin de déposer ses factures pour son expert comptable, ou faire des factures, ou faire un peu de compta, elle va utiliser ces produits-là. Donc, assez ambitieux, il y a 12 produits, c'est un portail avec plein de produits en interne, et 3 PM. Donc, il y avait une squad un peu support technique, et le CEO qui bosse, donc finalement 25 personnes dans la partie R&D et dev. Et à la fin, on a eu un UX UI. Donc, c'est juste pour dire que c'est très focus sur le PM, homme à tout faire, pas trop d'assistance. Et voilà. Ensuite, J'ai une question, vas-y. excuse-moi. Donc, t'es bien intervenu en tant que PM et là, je vois ressources 3 PM pour 12 produits, un UX/UI. Question idiote, désolé. Vas-y. Il y avait des développeurs quand même, on sait jamais. Il y avait des quoi, pardon? Des développeurs? Ah oui, oui, bien sûr, ouais. Ouais, ouais. Il Ok. y avait beaucoup de développeurs, ouais. Donc sur les D'accord, ok. 25, c'était 25, le reste, c'était des devs. Il n'y avait pas de QA Ah ni oui, rien. d'accord. Super clair. Voilà. Et après, tu avais 10 personnes, mode RH, c'est les fonctions support. C'est vrai, il y a une remarque du public sur le ratio UX/UI, c'est souvent un sujet. Mm. On va dire que les plus lotis ont un UX pour 2 ou 3 équipes. Là, ça peut faire un peu court pour 12 produits, un UX/UI. Ah ouais, ouais, Voilà. complètement. Bah après, oui, oui. Bon, ça, c'est tout un autre débat, mais il y a... Ouais, ouais, complètement. Bah du coup, tu apprends à faire, quoi. Tu fais pas au mieux, tu fais au plus efficace. Et c'est un peu ce qui a drivé la presse, c'est que je pense qu'il y a quand même des outils où on peut être efficace et sans perdre trop de temps et exploiter de la data plus intelligemment. Mais ouais, ouais, il y a un ratio qui était un peu... c'était pas trop priorisé, quoi. On a fait beaucoup de temps à faire du sketch et du Figma tout seul, en tant que PM, donc tu fais pas les meilleurs choix, c'est sûr. Alors, pardon, vas-y. Non, t'avais une... Non, 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 je disais juste, et après je te laisse évidemment, Vas-y, vas-y. une remarque intéressante, effectivement, en tant que PM, on dit souvent que bah, justement, c'est pas pour rien qu'on recommande d'être allé sur Figma ou d'autres outils, parce que souvent on se retrouve dans des situations où on doit faire soi-même le wireframing, les sketchs, donc voilà, je rebondissais juste sur ça. Hmm. Ouais, je trouve que c'est une bonne école, hein, mais c'est pas viable sur le long terme. Mais c'est bien de savoir le faire, en tout cas. Tu apprends des choses, au moins, les contraintes. Après, tu as des discussions plus intenses. Quand tu commences à vraiment avoir un UX, UI, du coup, ou tu es mieux loti, bah, tu peux avoir des discussions un peu plus intéressantes. Enfin, voilà. Mm. Euh, Oui, et donc, du coup, chez Spotify, alors là, j'avais l'image un peu en rentrant d'une boîte assez start-up avec tout pour réussir, mais ça reste un mastodonte, quoi. Il y a 3000 personnes. Et moi, je suis vraiment dans la partie, donc, on le voit là, je sais pas si on voit ma souris, mais on le voit sur le dessin. Donc,
dans Spotify, il y a tous ceux qui vont faire toute la partie freemium, toute la partie advertising, les outils pour les artistes. Après, tous ceux qui vont faire l'appli pour les clients, donc celle qu'on utilise nous, mobile. Et après, ça se divise en deux avec tous ceux qui font la plateforme. Donc, ils font tourner les logiciels pour faire les bulles de iOS, les bulles d'Android, pour faire tourner tous les traitements data. Donc, au sein de plateforme, ensuite, il y a toute la partie data et insights, donc tous les dashboarding et les outils pour collecter, traiter et filtrer la data. Et moi, je suis dans Data Foundation, qui est des outils purement de traitement de data. Et on est 8 squads pour gérer ça, donc une cinquantaine de personnes. Et je suis sur 2 squads, une qui fait un outil pour scheduler des requêtes SQL. Donc si on veut qu'une requête se lance toutes les heures, tous les mois, on puisse traiter ça. Il n'y a pas de produit sur le marché qui fait ça efficacement avec au sein de l'écosystème Spotify avec les volumes qu'il y a à traiter. Donc ils ont dû développer ça en interne. Et ensuite, il y a toute une autre partie qui est pour orchestrer les traitements de la data. Donc on veut faire un traitement A, puis un traitement B, on veut faire le traitement C que si le traitement B est fini. Donc tous ces pipelines de gestion, on a repris un outil open source qu'on est en train d'intégrer au sein de Spotify et contribuer aussi à cet outil open source. Donc c'est un PMing qui est assez intéressant parce qu'il faut que tu gères les besoins de la communauté open source et de ta communauté Spotify. Et là encore, donc c'est que des outils, il y a zéro interface graphique, c'est du code que les gens exécutent. Donc tu as un assez faible ratio, tu vois, finalement, user researcher, UX UI, Ouais. et 3 data scientists pour nous aider. Donc on est un peu plus épaulé, mais ça reste assez faible, mais c'est aussi lié à l'activité et au produit final. J'ai quand même une question parce que c'est ultra intéressant, notamment Spotify d'un point de vue produit. T'imagines bien, en France, on parle du modèle Spotify. Tu vas dans une organisation produit sur trois, on va te parler de squad, de tribe. En revanche, c'est vrai on a dit récemment que Spotify n'avait plus ce fameux modèle Spotify. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire par rapport à ça? Alors, ouais, en fait, c'est marrant parce que il y a encore, mais en fait, ce qui est hyper important dans la culture Spotify, c'est que chaque squad est libre de faire ce qu'elle veut. Donc en fait, tu peux avoir des squads ou au sein même de... Tu vois, nous, on est 8 squads, après on appartient à un product area qui, lui, après, va appartenir à une tribe qui est Data and Insight. Et après, tu as une mission qui est consumer et plateforme. Ça reste assez hiérarchique et du coup, tu as quand même cet esprit de squad avec des guildes transverses par centre d'intérêt. Donc pour moi, ça existe encore, mais après, comme c'est opt-in, tu vois, il n'y a rien de vraiment formalisé, ça se crée sur des initiatives personnelles. Donc voilà, le modèle existe encore de ce que je vois, mais c'est assez compliqué d'avoir une vue très claire de toute l'orga parce que chacun peut prendre ses propres initiatives et démarrer un channel Slack où voilà, rien n'est forcément Ultra autonome, quoi. ouais, ultra autonome, donc aussi ultra siloté en fait, finalement, sans des D'accord. travers. Euh, donc, on est tous data-driven. Donc, je pense que c'était pour reprendre une un premier exemple. C'était au sein d'Inextenso Digital. Donc, on est là une trentaine de personnes. Il y a un des produits sur les 12 qu'on veut refaire. Et on est en train de se demander comment est-ce qu'on le rend compatible pour qu'il soit sur desktop et sur mobile et comment on réaligne avec toute la refonte graphique qu'on avait faite sur le reste du portail. Donc ça, c'était le cadre. Le produit, c'est un espèce de Google Drive pour simplifier, pour gérer tous les produits, tous les documents échangés par la PME et l'expert comptable. Et là, l'idée, c'était d'avoir quelque chose, on était passé sur Material Design, donc tout aligné avec les guidelines matériels, et qu'on puisse avoir une version web et desktop compatible. Donc, comme c'était une refonte, on savait qu'on allait tout scratcher et repartir de zéro. Donc, on est un PM pour 4 produits. Donc, les outils qu'on avait à dispo, c'était assez limité. J'ai passé beaucoup de temps sur Google Analytics à voir, OK, qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on peut jeter pour essayer de faciliter le delivery et profiter pour faire un coup de ménage. Et ensuite, on avait à l'époque des user groups, des espèces d'utilisateurs clés sur lesquels on pouvait tester des idées. Donc c'était pas si mal. On arrivait quand même à créer un peu
une feuille de route assez claire avec, et tester des concepts pour voir si ça valait le coup de faire ça ou ça. Donc, partant de là, on s'est lancé dans la refonte. C'est un projet qui a pris 6 mois et on l'a lancé un lundi en se disant que c'était pas un vendredi, c'était mieux. Et en milieu de mois, ça on n'a pas trop calculé, mais c'était en plein milieu de la période de déclaration de TVA. Donc en fait, c'est un moment où on a un usage hyper intense de l'application parce que Hmm. les gens vont déposer leurs factures, l'expert comptable va les relier, va faire les saisies, puis va dire c'est validé. Et donc en fait, en se lançant ça, en se disant bah, c'est cool, on fait un lancement en mode hey, vendredi, t'as quitté le truc, lundi, t'as la nouvelle interface, on va avoir une adoption de fou pas, pas vraiment une adoption, mais le critère c'était juste qu'on allait avoir des messages au support plutôt de félicitations et des choses positives qui allaient en ressortir. Et en fait, ça a été Ok. l'avalanche de messages au support au téléphone et en mail. Donc, comme ils sont dans le même open space, c'était assez déroutant de voir que on n'a pas du tout calculé, hein, complètement un lancement complètement erroné, quoi. J'ai Et une alors, question. ouais. Ah, pardon. Non, en termes de lancement, vu que tu parles de prévenir, enfin du service support, est-ce que vous aviez par hasard, je sais pas, envoyé une communication mail peut-être aux utilisateurs pour leur dire attention, va y avoir une V2, s'il se passe des choses bizarres, ne paniquez pas quoi. Alors, on avait fait un petit annoncement. En fait, quand tu rentres, c'est un portail, un peu avec de lequel on le voit un peu sur des slides avant, je vais essayer de le retrouver, mais c'est un espèce de portail sur lequel t'as des widgets, tu vois, et là, tu vas essayer de. Je sais pas si on voit ma souris, mais tu vas cliquer sur ces vignettes-là et tu vas accéder aux différentes applis. Et en fait, on Hmm. avait mis une annonce pour dire hey, le coffre se renouvelle, tu vois. Mais en fait, le coffre se renouvelle, ça veut tout dire et rien dire, parce qu'ils ne savaient pas trop en quoi ça allait se renouveler. Hmm. Et du coup, c'était pas très clair sur qu'est-ce qu'allait changer dans leur. Donc la com était un peu aussi aurait pu être améliorée. Ouais. Ils savaient quelque chose allait arriver, mais ils savaient pas trop quoi. Donc, voilà. D'accord. Et en plus, et le cerise sur le gâteau, comme on avait fait un choix de réarchitecture du truc, on pouvait pas du tout rollbacker quoi. Donc c'était en mode on y va et maintenant qu'on y est, on y reste. Donc ça c'est un peu en mode déploiement de produit, c'est quand même bien d'avoir un plan B et pas y aller all-in, mais bon, le plan B, ça prend de l'énergie, ça prend du temps, et quand tu as peu de ressources, tu vas à l'essentiel. Ah, avec un Git, vous pouviez pas faire un rollback. En fait, il y avait eu tellement de changements dans la base de données et tout que une fois qu'on avait tout migré, on pouvait plus faire de rollback, quoi. Ouais, je vois le genre. Ouais, c'était un truc qui avait été une décision qui a été prise dès le début. On savait qu'on faisait une croix dessus, mais en fait, du coup, c'est pour ça qu'on avait passé pas mal de temps à tester avec les utilisateurs là que c'était bon, que tu vois, on leur avait mis la version en pré-prod, enfin en staging pour qu'ils puissent tester et voir que c'était bon. Mais on va y venir après. Donc, du coup, bah, les leçons de cette expérience-là, c'est qu'on a perdu les fonctionnalités. Donc, certaines pages du site, en fait, on a eu plein d'appels pour dire. Il y avait deux fonctionnalités principales qui étaient attendues. C'était une vue de récap de tous les documents par année fiscale et une vue après par fournisseur qui te permettait de voir, OK, toutes mes factures Orange, elles sont là et tu peux voir un peu comment ça se passe. Et ensuite, on avait aussi une perte de productivité, donc certaines fonctionnalités qu'on n'avait pas du tout reportées dans la nouvelle version, qui étaient en particulier, on avait des raccourcis clavier bon, qui permettaient de directement aller dans la barre de recherche ou mettre le focus sur certaines zones de l'écran. Et, et un truc qui a été passé de manière transparente qu'on avait testé, c'est que on avait changé le design pour être matériel design et c'est beaucoup plus large. Donc, l'écran il est beaucoup moins dense. Et en fait, ça a vachement perturbé les utilisateurs. Ce qui était les utilisateurs au lancement. Et c'est là que je vais revenir dessus, mais pas les utilisateurs sur lesquels on avait testé. Euh, donc, les pertes de fonctionnalités, pourquoi est-ce qu'on ne s'était pas aperçu que on avait quand même Google Analytics, on avait vu les pages, moi j'avais regardé tous les parcours, les nombres de visites par page, et puis en fait, j'avais vu que des pages étaient pas utilisées du tout. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est ok, c'est des cas à la marge, on peut les supprimer. Et du coup, en fait, vu les commentaires, j'ai regardé, et en fait, j'ai vu que les datas Google Analytics remontaient zéro, quoi, sur ces trucs-là. Et donc, c'était juste que le tracking était pourri,
Et donc, du coup, j'avais fait des hypothèses sur un truc dont j'avais pas toutes les données. Et donc, c'est hyper important comme leçon de bien connaître sa data. Donc, quand on commence à faire des hypothèses là-dessus, de savoir est-ce que les chiffres que j'ai, ils sont cohérents. Donc, pouvoir se rapporter à d'autres métriques. Si, par exemple, est-ce que déjà je suis bien l'ensemble de mes visiteurs tout au long du tunnel de parcours? Est-ce que les drops que j'ai, ils sont bien expliqués? Donc, pour s'assurer que quand on a les métriques, le chiffre qu'on a, il est cohérent. Donc, ça, pas besoin d'être technique, hein, c'est plus de la logique et vérifier qu'on est capable d'expliquer tous les scénarios. Et ensuite, comment elle est générée? Alors, ça, c'est plus assurer qu'on a bien capturé l'ensemble des données. Et là, c'était exactement le cas, c'est voir s'il y a un écart massif, qu'on est capable de les expliquer. Je pense pas que ça soit la responsabilité du PM d'administrer les tags et tout dans Google Analytics ou de mettre en place le tracking. Ça va trop loin de faire ça, hein, c'est pas son taf. Mais par contre, il doit être capable de challenger, c'est bizarre, là, il y a une rupture, je comprends pas, et poser ces questions-là pour qu'après on puisse investiguer. Là, ce qui s'était passé, c'est que j'avais pas du tout challengé la donnée, je l'avais pris tel quel en me disant, bah, ça marche, je retrouve bien mes petits sur les autres pages, il n'y a pas de raison, et donc du coup, on avait pris des hypothèses qui étaient complètement erronées. La deuxième leçon, c'était sur les fonctionnalités qui me manquaient. Le raccourci clavier, les écrans en material design qui avaient été revus. En fait, on avait fait des user interviews avec ce user group. Et en fait, ils nous avaient dit, ah oui, non, je m'en sers pas. Il y en a même qui avaient dit, je savais même pas que ça existait. Donc, c'était remonté comme une fonctionnalité pas du tout attendue. Et du coup, on s'était dit, bah, c'est compliqué de faire ça. De toute manière, on va vers le matériel, on va utiliser le design system en place, donc on va gagner en rapidité, on n'a pas besoin de surcharger le truc. Et les raccourcis clavier, ça fait un truc en moins à faire, donc bingo. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les collaborateurs qu'on interviewait, c'était plus des managers, des gens qui allaient sur l'appli, mais pas non plus de manière intense. Et donc, du coup, leur feedback, il était un peu pas très pertinent. Et en fait, en pensant que manager, on se pensait, tiens, ils ont dû aussi faire le tour des équipes et tout. Mais c'était pas le cas, ils avaient juste donné leur feedback assez personnel. Donc, quand on récupère ce feedback qualitatif, c'est hyper important de savoir les users à qui on s'adresse et dans quelle proportion ils représentent ta base d'utilisateurs. Et donc, ouais, donc connaître les différents segments d'utilisateurs et quelle proportion ils représentent, donc c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Alors, et un cas à la marge, et c'est là, chez Spotify, je me suis aperçu de ça. Donc, on a une très bonne. Chez Spotify, donc, les outils qu'on fait, ils sont utilisés juste par les gens dans les différentes squads chez Spotify. C'est pas un outil c'est pas comme l'appli mobile qui est utilisé dans le grand public. Donc, l'avantage, c'est que on connaît parfaitement qui s'en sert, qu'est-ce qu'il fait, et on peut, à coup de Slack, tester des concepts. Par contre, du coup, les utilisateurs, ils ont tous, pas comme dans le user research en général, mais c'est des gens qui sont occupés et qui ont autre chose à faire. Et donc, du coup, on n'a pas d'incentive pour les motiver, c'est plus sur la bonne volonté. Et donc, du coup, souvent, quand on va faire ces recherches-là, on s'est aperçu que on va très souvent tomber sur la même personne. Des gens qui sont dispo pour communiquer, qui ont un peu de temps. Et en fait, c'est des gens qui connaissent assez, vu que c'est par squad hyper siloté, des gens qui connaissent assez bien l'ensemble des problématiques de plusieurs squads. C'est des gens qui ont un profil plus de staff engineer, donc ils vont naviguer au sein de différentes squads et essayer de débloquer des situations, faire de la conception. Et en fait, en comparant avec d'autres PM, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques personnes qui étaient dans l'ensemble de nos research, quoi. Donc ça, il faut faire assez attention de bien avoir une représentation claire. Donc ce qu'on fait, moi ce que je fais maintenant, c'est que je les utilise pour valider des choses. Et après, sur certains points techniques, je vais slacker avec une question précise un développeur, mais pas juste le staff engineer. Il permet de débroussailler le terrain, mais pas valider le truc en entier. Je crois qu'il ouais, il est 25.
Dans Data Driven, donc, tu sais, en fait, c'était un exemple pour montrer que même avec pas grand-chose, finalement, on avait quand même pris des décisions avec de la data et il fallait être vigilant avec cette data. Mais en fait, je réalisais que au fur et à mesure, il y a tellement de cas où on utilise déjà de la data. Donc, c'est plein d'autres situations où il faut être attention avec la façon dans laquelle on se sert de la data. Euh, je pense que on a tous entendu parler des datas suivantes. Mais c'est peut-être l'occasion de ceux qui ne s'en servent pas de savoir qu'elles existent et potentiellement les mettre en place ou lancer un débat si elles sont bien ou pas. Mais pour tout ce qui est la suivi du delivery, il y a clairement l'univers des OKR, Objective Key Results, qui sont une super métrique, une super façon de s'assurer qu'on arrive à aligner des équipes vers un objectif commun pour le trimestre ou l'année, en fonction de la temporalité qu'on choisit. Et ça instille une culture data, en tout cas une culture métrique, KPI, pour s'assurer qu'on arrive à atteindre un but. Je trouve que c'est un bon moyen de commencer à avoir des discussions de data avec tous les niveaux, avec les équipes de dev et avec le management, le leadership. Ensuite, en tant que PM, on va quand même suivre un peu la vélocité. Donc, en mode delivery, je me suis aperçu que finalement, on passe beaucoup de temps à faire d'Excel pour savoir est-ce que le burn down il va ressembler à ça, est-ce que du coup, on va pouvoir shipper ça ou pas, et s'assurer un peu qu'on tient la route. Donc, au final, on manipule déjà beaucoup de data. Et ensuite, pour des features, on fait beaucoup d'A/B testing, donc avec des conditions d'expérimentation. Donc maintenant, c'est de plus en plus facile, il y a plein d'outils pour lancer ça de manière assez simple. Chez Spotify, c'est des outils maison qui font ça, mais qui lancent des critères de sélection. Mais voilà, donc c'est des résultats qu'on a l'habitude de manipuler maintenant. Et il y a un autre truc qui est intéressant qu'ils ont là-bas, que je trouvais intéressant de partager, c'est quand il y a des fonctionnalités qui vont arriver, d'avoir un espèce de toggle feature en avance. Donc il y a le A/B testing qui va rendre des gens éligibles à la fonctionnalité, mais en fait il y a aussi une surcouche où on peut demander aux gens, bah, il y a cette expérience-là, est-ce que tu veux opt-in et est-ce que tu veux la tester aussi? Ce qui permet de pitcher la feature et voir l'appétit pour une feature. Ça, je trouve que c'est un bon truc à garder en tête Donc quand ça, on tu le veut fais lancer un avant produit. même. Ah, pardon, tu le fais avant même le développement du produit, juste en termes de research, ou Non, tu le là, tu fais. as développé ton produit déjà, ouais. Ah Ouais. ouais, quand même. Ok, intéressant. Mais tu es juste en train de voir si, ok, avant de valider, juste, est-ce que tu l'as bien marketé? Est-ce que ça te permet de faire un peu de voir si tu le promets bien de la bonne façon? Hmm. Ah, super. Il y a GitHub, ils font très fort, ils le font là-dessus, hein, je pense que... GitHub, ok. Ouais, quand tu es sur le truc, il y a marqué, est-ce que tu veux tester le dark mode, le machin? Et en fait, finalement, tu te rajoutes dans le pool de gens qui sont éligibles à cette feature. Et Et, si pardon, ouais, vas-y. Ouais. et par rapport à cette métrique, donc par exemple, tu te fixes un objectif, bon bah il faut que 70% des gens cliquent sur oui, sinon est-ce que tu es prêt à ne pas lancer la feature justement? Alors ouais, c'est une bonne question. En fait, c'est plutôt qu'on va retravailler, ouais. En fait, déjà, tu as fait tout un business case pour dire que la feature allait être bonne. Donc, si ça opt-in pas assez, en fait, c'est pas 70%, c'est plus de taux de 50, parce que c'est quand même faut être un peu, tu sais, dans la population des gens qui sont curieux, tu sais, t'as les early adopters, ceux qui vont adopter, Hmm. peu importe. Comme l'NPS. Et en fait, finalement, tout le monde fait pas la bascule, ça les fait un peu chier de tout le temps basculer. Donc, le taux est plutôt au-dessus de 50. Et si c'est en dessous de 50, bah, on essaie de revoir le message. C'est plus, ça te permet de travailler comment tu vas leur faire ton lancement. Ok. C'est du product marketing que du product. Et ensuite, j'ai pas mis de détails parce qu'en fait, tout ça, c'est le succès du produit, c'est tout lié aux métriques un peu business d'adoption, rétention, alors fonction si on est en mode SaaS ou pas. Les métriques peuvent être différentes, mais il y en a une palanquée. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se définir quel est l'impact de son produit. Je trouve que c'est un exercice en tant que PM qui est bien. De se dire, moi, quelle est la métrique qui valorise mon produit? Et par exemple, là, sur l'orchestration globalement, au sein de Data Foundation, là, tous ceux qui font les outils pour créer de la data, notre métrique phare, ça va être le temps de création d'un pipeline de données. Mais après, pour l'outil de scheduling,
c'est le nombre, comme ça doit être, on veut que les gens, ça soit facile pour eux de scheduler quelque chose. C'est le temps qu'ils mettent entre faire la requête en mode SQL et la scheduler, et le premier lancement. Donc, euh, et le premier build de ta schedule. Quoi. Bon, j'ai peut-être perdu tout le monde, mais en gros, tu es en train d'écrire ta requête, et après, il faut que tu la transfaces dans un autre outil. Pour la scheduler, c'est un peu un truc qu'on essaie d'améliorer. Mais ça prend un peu de temps, et on essaie de fluidifier cette user journée. Donc en gros, c'est réduire au maximum, si je dis pas de bêtises, le time to market, ce serait l'équivalent. Ouais, un peu pareil, ouais, exactement. Ah, mais, et puis, du coup, c'est plus en mode améliorer la productivité des gens chez Spotify. C'est lié à ça, la méthode plus globale de la plateforme. Et après, on envoie des questionnaires de satisfaction, même en interne, parce que c'est intéressant comme produit, mais après, tu peux avoir ta répute sur, comme on voyait chez Fiserv, dans les App Store, dans tes reviews et tout. Donc, finalement, tu vas tout le temps être sanctionné par. Même si tu mets rien en place, tu vas avoir des choses qui vont te driver. Parce que tu parles de satisfaction interne, mais là, l'outil, il est interne ou externe? Là, l'outil, moi, il est interne. Il est interne, d'accord. Ouais, donc tes users, ouais, c'est récolter le feedback utilisateur, quoi. Ouais, on envoie des Google Forms, on demande des choses. On Super. fait des grosses sessions de débrief. Ok. Voilà. Du coup, t'as un truc quanti, donc en nombre de. Est-ce que tu recommandes, t'as une espèce de NPS, quoi, est-ce que tu recommandes l'outil? Et t'as des feedbacks plus quali. Et après, alors ça, c'est un truc que j'ai pas expérimenté. En fait, j'ai juste lu enfin, j'ai lu des trucs dessus et ça a l'air intéressant, mais je me demandais. Ah, je vois qu'il y a une question de Rosaline, qui demande comment on a beaucoup de réponses aux questions d'insatisfaction. Eh ben, c'est très rigolo parce qu'on n'a pas beaucoup de réponses aux questions d'insatisfaction, donc on relance pas mal. Et si c'est important, on met des espèces de bonus, où on envoie des swags, des stickers, des trucs comme ça. Mais il y a un budget un peu pour incentiver les gens à répondre. Ça, je rebondis. Alors, l'avantage des utilisateurs internes, c'est qu'ils sont à côté. Et au pire des cas, ils sont à la machine à café. Mais le problème aussi, c'est que, enfin, ça c'est universel, récolter du feedback après avoir apporté la culture ou la valeur, c'est toujours un peu compliqué. Donc, relance, 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 quoi. Ouais, alors, et en fait, nous, les bureaux, ils sont encore fermés chez Spotify, donc il n'y a pas de D'accord. machine à café, donc ça demande une énergie immense pour aller spammer les gens et d'aller essayer, ouais, beaucoup de relance, accompagnement, individualisation, hein, des trucs. Euh, ouais. Après, on essaie du coup de les mutualiser, tu vois, comme on est plusieurs PM, on a peut-être parfois les mêmes cibles, donc on essaie de regrouper ça. Ah, désolé, j'avais pas vu qu'il y avait un onglet question, donc moi je n'ai pas switché. Mais je te laisse, Adama, du coup. Ouais, non, non, te soucies pas de ça. De Ça toute roule. façon, s'il y a des questions, je les prendrai, t'en fais pas. On aura un peu de temps après. Euh, ah oui, et donc, nous, on a une North Star, enfin, du coup, qui définit. Notre but, c'est de mettre de la donnée à, à la disposition de tous les Spotifyers de haute qualité. Et par contre, on n'a pas fait l'étape d'après, qui était de mettre une métrique. Et en fait, on avait un débat il y a quelques semaines, enfin, non, quand je suis arrivé, en fait, il y a quelques mois, pardon, sur est-ce que c'est pertinent ou pas de mettre une North Star métrique. Et comme on avait déjà tous nos métriques d'impact, on n'a pas voulu aller là pour pas garder trop de focus parce on avait chacun nos focus pour que nos produits soient impactants. Et en fait, on avait passé tellement de temps à les définir que mettre la North Star, ça allait nous dériver de ça. Mais ça peut être, il y a quand même des avis positifs sur le fait que d'avoir une North Star métrique, ça te permet à long terme d'avoir une vision vers tout le monde se rassemble, un peu comme les OKR te permettent de créer un but et un focus de toute l'organisation vers un objectif commun, ou plusieurs objectifs communs. Là, la North Star métrique, elle pousse ça encore plus loin avec une métrique que tout le monde peut impacter si la règle est bien claire ou pas, mais bon, ça reste une métrique aussi, donc C'est ça. c'est Alors, ouais, pour les personnes du public qui voient pas la notion, effectivement, bah, comme tu le dis, Guillaume, hein, la North Star, c'est juste se dire, bah, je lance un produit, il n'y a qu'une métrique qui va m'intéresser, littéralement. Et par contre, moi, ma question, elle est plutôt au niveau de l'organisation. Est-ce qu'il n'y a pas déjà des OKR au niveau de Spotify? Et toi, du coup, in fine, ta feature doit se rattacher à ben, un des key results. Euh, comment parler français? Ce que je veux dire, c'est que ta feature là,
Est-ce que tu es obligé de rajouter en surcouche une North Star ou est-ce que elle n'est pas déjà rattachée à l'OKR de l'organisation, quoi? Bah, l'OKR, il va être vraiment plus court terme. Enfin, la North Star, elle est plus qu'est-ce qui te drive, peu importe les OKR, plus les actions coup de poing que tu. Enfin, pour moi, les OKR, c'est plus comme des actions. Enfin, coup de poing, mais on parle de trucs au trimestre ou à l'année. Mais la North Star, elle est censée pas trop varier dans le temps, tu vois. Ah, Donc, c'est ça le bénéfice que je voyais, c'est qu'à coup de KR de la boîte ou de KR même de ton groupe, Data Foundation par exemple, tu peux, tous les gens qui font des produits pour traiter la data, tu peux t'aligner sur une vision qui fait que voilà, là tu fais ton taf et tu contribues. Qui va être un peu différent du KR, qui va être beaucoup plus spécifique à j'ai fait telle et telle action ce trimestre-là. ouais, c'est une manière intéressante. Donc, même indépendamment de ce qu'il y a au niveau de l'orga, toi, tu pars du principe que voilà, s'il y a une feature, il faut pouvoir se rattacher toujours à une métrique. Ce sera ta North Star et puis Ouais, ouais. ça bouge pas. Ok. Euh, et donc là, on arrive dans la deuxième partie. La data, c'est bien, mais pourquoi faire? Et en fait, c'est juste un excellent moyen. Les chiffres en soi, le plus gros travail, c'est de les collecter, de les vérifier, tout ce qu'on a vu en amont. Mais après, ça va être vraiment de pouvoir les raconter, les mettre en lumière et les faire briller. Euh, donc il y a il y a tout plein de littérature là-dessus. Mais les trois éléments clés, en fait, va être selon moi, hein, c'est de relier la donnée avec quelque chose qui parle. Donc, nous, on a fait beaucoup de travail, par exemple, pour convertir les coûts qu'on a sur Google Cloud, pour les convertir pas en millions de dollars, mais plus en FTE. Donc, on pourrait avoir toute une squad d'ingénieurs, on pourrait avoir. Et donc ça permet d'être vachement plus impactant en termes de discours. Ensuite, comment est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on a mesuré, qu'est-ce que ça signifie? Et du coup, par exemple, mettre des mots, écrire une histoire derrière cette fameuse métrique qu'on met le temps qu'on met pour créer un pipeline. Euh, Expliquer qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire que l'utilisateur ne fait pas. Pendant tout ce temps qu'il fait ça, bah, il est juste concentré à copier-coller du code, il ne fait pas d'autre chose, il n'analyse pas son problème. Et donc voilà, d'expliquer ça, ça permet de mettre en lumière le chiffre qui va atterrir derrière. Il y a- Euh, j'ai quand même une question, notamment sur le premier point. Euh, mhm. alors, GCP, FTE, GCP, parce que pour moi, Pardon. GCP, c'est Google Cloud Platform. Ouais, exactement. Ah, d'accord. Et FTE, par contre, je sais pas du tout. C'est en équivalent temps plein, full time Ah, Full employee. ETP, d'accord, ok. Ouais, 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 d'accord. Désolé. Pas de souci. D'accord. Donc, par contre, GCP, c'est donc Google Cloud. Google Cloud Platform. Ouais. En fait, c'était juste un exemple pour que ce soit plus concret de dire relié à quelque chose qui parle. C'est que l'idée même, c'est de pas. On va forcément avoir un montant, ça va être ta donnée brute. Par exemple, le coût de faire tout. Nous, on a un coût de fonctionnement de faire tourner tous nos clusters. Et il y a des optimisations qui pourraient faire gagner X Ah, euros. oui, d'accord. Et en fait, au lieu de dire tu gagnes X euros, tu dis bah on arrive à dégager une squad en entier, quoi. X, d'accord. Ok, oui, libérer. Et du coup, cette autre squad, Ah ouais, elle peut ouais. bosser sur d'autres sujets, quoi. Donc, Hmm, c'est plus parlant que super. Ok. de dire juste un nombre d'euros. En fait, c'est aussi plus parlant je trouve pour les équipes, c'est un peu l'idée que je vais mettre après, c'est que l'enjeu de mieux communiquer sur ces données, c'est pas juste pour faire son rapport à, c'est à tous les niveaux, c'est au leadership et aussi aux équipes qui contribuent à faire générer ces données-là. Elles savent qu'est-ce que ça veut dire, comment quel sens il y a derrière. Euh, Hmm. et ensuite, faut pas noyer les personnes dans la data. Donc, garder juste certaines pépites qu'on va distiller. Il y a un bon moyen, par exemple, quand on fait une presse, c'est de dire tu sors un chiffre que tu as et tu demandes à votre avis, ça veut dire quoi? Et, c'est le nombre de FTE, c'est le nombre d'employés, c'est le nombre de pipelines qui ont été créés, que les gens arrivent à se faire des ordres d'idées aussi. Bah, Enfin, voilà. effectivement, ouais, je confirme si tu fais des revues de sprint, j'imagine, ou équivalent, ou présentation de ta roadmap, toujours, là, je m'adresse plutôt au public, en fait, en parallèle, ben, toujours parler argent, ou en tout cas essayer de parler d'impact sous termes financiers si on s'adresse
un DAF ou une direction ou ce genre de choses parce que c'est ça qui va jouer. Ou sinon raconter plus l'histoire si on veut être d'un point de vue plus user-centric, plus product. Effectivement, bah, au lieu de dire j'ai fait gagner 3 secondes de performance sur ma suite GCP, plutôt bon bah voilà. Et ça, Ouais. ouais, exactement. Et ça, je pense que c'est un truc assez. Faut avoir le recul sur la data pour se dire, ok, à qui je parle. Enfin, c'est plus du comment je communique dans le PM. Voilà. Et il y a une question, bah, vu qu'on est sur la slide de Ouais. chat. Arrivez-vous à prioriser facilement les initiatives de collecte de données, celles qui vous permettront de mesurer le succès? Ah ouais, ben, on n'a pas le droit d'avoir une initiative qui n'est pas mesurée. Donc, dès qu'on démarre une initiative, s'il n'y a pas de métrique derrière, il faut prioriser la mise en place de la métrique avant l'implémentation. Donc, c'est assez, c'est assez, c'est en ça que la culture, je trouvais intéressante, c'est que c'est hyper data driven, enfin, c'est hyper data focus en tout cas. Ouais, en fait, c'est de bout en bout, c'est intéressant. Donc, à la fois, on a des OKR pour vous, vous drivez sur ce que vous produisez. Ensuite, dans les initiatives, il faut quand même que vous puissiez vous rattacher et justifier par de la donnée. Et ensuite, dans les résultats, toujours ben, enfin, mettre de la métrique en fait pour mesurer l'impact de ce que tu fais, quoi. Mm. En fait, de bout en bout, il y a, ben, on est data. Là, il n'y a pas plus data driven, quoi. Ouais. Et en fait, il y a une c'est même plus qu'une squad, il y a une plateforme entière de gens, donc ils doivent être 5 ou 6 squads, qui font des insights sur la plateforme, donc sur les utilisateurs, sur nos utilisations de GitHub. Donc c'est assez facile d'aller puiser de la data. Souvent, c'est rare que tu aies besoin vraiment de mettre en place une nouvelle métrique. Tu vas plus passer du temps à voir est-ce que tu as la bonne métrique et valider qu'elle est déjà. Ok. Ce qui est un grand luxe. Hein. Enfin, et l'exemple, enfin, peut-être pas, je vois qu'il reste pas beaucoup de temps, mais l'exemple, c'est le bénéfice. On avait un projet sur lequel on était. Moi, quand je suis arrivé, il avait déjà du retard. Ouais, on a continué à avoir du retard. Et en fait, l'équipe était censée livrer ce produit d'orchestration au sein de Spotify. Et en fait, c'était très long. Et donc, du coup, de faire une presse avec les chiffres du temps qu'on a de tickets dans notre backlog versus le temps qui a actuellement passé sur des commits, donc le nombre de commits qu'on a fait, l'activité qu'on a fait vraiment dans le code et l'activité qu'on pense avoir fait quand tu fais ton suivi de projet, on s'est aperçu qu'il y avait un gros écart. En fait, on passait beaucoup de temps à planifier des choses pour le projet, mais en sous-marin, les gens faisaient de la maintenance parce que c'est des choses en prod qui tournent. Et c'était pas traqué on utilise Asana, donc par rapport au temps de commit, nombre de commits GitHub. Et donc, raconter cette histoire-là, c'était cool pour expliquer au leadership où est-ce qu'on en était, comment est-ce qu'on pouvait proposer des solutions. Mais ce que je me suis aperçu, c'est que aussi, ça a aussi permis à l'équipe d'ouvrir les yeux. C'est ce que je disais aussi, c'est que cette histoire-là, en fait, quand on l'a construit, moi j'avais pensé que ça allait juste servir au leadership pour qu'on puisse proposer des alternatives, décharger toute la partie. KTLO, ça veut dire c'est toute la partie support maintenance, keep the light on. Et du coup, je pensais qu'on allait faire toute une partie maintenance qu'on pouvait outsourcer avec d'autres équipes parce que c'était des produits qu'on avait en commun. Mais ça a permis aussi à l'équipe de dire bah, faut qu'on refasse un focus parce qu'on s'est pas aperçu qu'il y avait cette dérive. Et même au sein de l'équipe, ton message il est puissant. Donc, pas perdre de vue que ton audience, ta data peut servir à plein de publics différents. Ouais, c'est vrai que tu pointes du doigt quelque chose d'intéressant. C'est parfois, il y a des choses qui apportent énormément de valeur, mais comme c'est difficilement exprimable par des chiffres ou des euros, typiquement, bah, la maintenance d'un truc qui, si ça pète, ben, tout pète, c'est ultra prio, mais pourtant c'est difficile à justifier en termes de Et ouais. Donc, ouais, c'est intéressant de savoir que, bah, en fonction de l'interlocuteur, il faut retourner un peu peut-être l'argumentaire ou en tout cas l'adapter à l'audience, quoi. Ouais, exactement. Et puis du coup, le moral de l'équipe qui était plutôt à se dire, mais comment c'est qu'on soit autant à la rue, qui n'avait pas forcément réalisé qu'elle passait autant de temps à faire des incidents, ou à faire parce que c'était des petites personnes qui prenaient des initiatives au cas par cas, se sont dit, bah ouais, ok, d'accord, donc en fait, c'est ça qui nous bouffe et qui vampirise notre temps, et ça a permis de faire ce constat et aussi proposer des solutions. C'était plutôt intéressant. Mm.
Et il y a un livre, du coup, c'est plus que quelqu'un l'a recommandé récemment, mais qui un peu revoit ces concepts, si vous voulez pousser un peu plus loin, pour comment tu racontes une histoire avec ta data. Et là, on arrive à la fin du sujet, mais qui était plutôt data-driven. Jusque-là, on a été poussé et porté par la data, mais faut pas s'enfermer là-dedans. Et la définition qui me semble intéressante, c'est de dire que quand tu es data-driven, tu vas utiliser ta donnée, elle va guider ta décision. Et quand tu es data-informe, tu vas plus valider, tu as déjà une idée, et tu vas la valider avec la data. Et c'est plus cette utilisation-là, il faut que tu pivotes entre les deux, quoi, en fonction du cercle dans lequel tu es, dans la phase dans laquelle tu es, de passer de l'un à l'autre. J'ai souvent, il y a cette phrase qui ressort souvent que le product manager, c'est le CEO du produit. Donc il y a quand même une part d'intuition qu'il y a dans notre boulot. Et il ne faut pas se limiter à tout le temps valider, à tout le temps aller la chercher via la data, il faut se faire confiance. Et après, on peut confirmer que c'est bon ou pas avec la data qu'on a sous la main. Faut pas, je trouve que c'est le défaut, c'est d'être complètement data-driven. C'était juste un énorme rappel de se dire, faites-vous confiance, vous avez sûrement des bonnes hypothèses, donc allez les vérifier. Mais c'est ça qui doit vous driver, plus que, ok, je vais regarder mes vues, puis après, est-ce que je vois une tendance, est-ce qu'il y a un truc. C'est la combinaison des deux. Ok, Et c'est pour s'aider, il y a ça, il y a un framework qui est assez sympa chez Spotify, vous pouvez le retrouver, vous tapez DIBB, et qui est de dire, j'ai de la data, donc au début, j'ai des insights, et je pense que là, il y a un truc qui est de me dire, c'était ce qui s'était passé, dans cet exemple-là, il le montre, mais il y a plus d'activité sur le mobile que sur le desktop, et dans les ingénieurs qu'on a, ils sont plus des ingénieurs desktop que mobile. On vérifie avec la data, en effet, on voit qu'il y a une tendance de user mobile qui arrive et qu'on est staffé avec ça, donc on confirme notre insight. Et puis après, on se dit, bah ok, qu'est-ce que ça nous fait comme belief? Qu'est-ce qu'on fait comme... euh, quelle est la pensée vers laquelle, la conclusion à laquelle on arrive? Et du coup, quel est le pari qu'on en fait? Et toutes les specs produits ou les décisions qu'on essaie de faire sur le produit sont faites sur ce framework-là. Data, Insight, Belief. Et c'est pas mal parce que c'est un vieux, enfin, ça a été sorti en 2016, donc ça fait longtemps qu'il tourne là-dessus. Mais ça force à bien raisonner de la bonne façon. Et quand tu me demandais est-ce que tu t'embêtes à avoir des métriques ou pas, euh, tu vois, pour faire tes stratégies ou tes features, tes propositions de features, tu vas utiliser ça et ça te force à aller valider tes données. Et tu as Et des instances où justement on attend des PM qu'ils présentent les insights et les beliefs qu'ils ont récupérés, je sais pas, les 3 dernières semaines, quoi. Et puis justement, parce que bête, moi je veux bien embaucher une équipe de dev mobile ou des choses comme ça, mais j'imagine qu'il y a des impacts au niveau de la boîte qu'il faut négocier. Donc, est-ce que c'est organisé ou c'est toi indépendamment qui... Du coup, enfin, là, pour ce cas-là, c'est un truc que tu peux faire remonter à. Le bet, en fait, la taille du bet, si c'est au-delà de ta squad, tu peux le faire remonter, le pitcher pour que ce soit un bet de la compagnie, tu vois, ou un bet de la mission. Est-ce que c'est un bet pour la plateforme? Est-ce que c'est un bet que tu vas faire au niveau de Spotify? Voilà. Donc, tu as des instances où tu vas justifier tes bets, mais c'est un peu comme tu ferais. Si tu as besoin de faire avoir plus d'impact, tu as besoin de rallier plus de monde, donc ta proposition de feature ou ton pitch, tu vas le pitcher à une plus large échelle. D'accord. Parce que toi, en termes d'organisation, de hiérarchie, tu remontes à qui ces sujets produits? Si on reprend, alors je vais essayer de retrouver où est-ce qu'était Oh, ma t'embête doc. pas si c'est trop loin en haut, hein. Non, non, mais comme c'est hyper hiérarchisé, tu vois, moi je suis au niveau de tous les gens qui font des outils pour traiter la data. Donc après, on va remonter à tous les gens qui font de la data en général chez Spotify. Donc ceux qui génèrent la data, ceux qui en font des tableaux de bord. Nous, on est au milieu. On fait ceux qui traitent la data pour en faire des tableaux de bord, ou en faire du machine learning, ou en faire des algos. Et donc en fonction de si tu vas encore un niveau plus loin, parce que là t'es vraiment au niveau de la plateforme, par exemple, tu irais pitcher ça au niveau de la plateforme. D'accord. J'essaie de retrouver, mais bon, c'est ça. C'était celle-là.
Un peu ce noyau, tu vois. Du coup, là, ici, t'as tous les gens qui font la plateforme et t'as les bêtes de Spotify qui sont des trucs hyper larges, se lancer dans X nombre de pays ou ce genre de choses. Avec un équivalent head of product à chaque niveau ou quelque chose comme ça. Ouais, un peu, ouais. Ouais. D'accord. Ouais, à chaque fois, ils appellent ça un PM, mais du coup, c'est un PM qui a un scope hyper large, quoi. Ok. Ouais, super. Voilà. Ça a l'air dense, hein, l'orga Spotify. Ouais, ouais, c'est marrant de voir comme ça. Ouais. Et du coup, en fait, ce qui est hyper intéressant que j'avais pas imaginé, mais c'est que c'est vraiment des petites bulles où chacun fait ses trucs et eux, ils peuvent décider d'utiliser un produit. Euh, S'ils veulent pas utiliser notre outil, par exemple, pour orchestrer la donnée, bah, c'est leur choix. Ils ont leur budget, ils peuvent utiliser un truc complètement différent. Et donc, en tant que plateforme, tu dois, en tant que PM, c'est hyper intéressant parce que tu dois faire le meilleur produit pour tous ces clients-là internes. Hmm. Et tu as vraiment une vision un peu de marché, quoi, parce tu es en compétition avec d'autres gars dont c'est le métier à 100%, et toi, tu as juste ta squad pour faire un outil. Donc, faut que tu justifies bien tes arguments. Faut que tu prépares bien ton outil pour qu'il apporte vraiment de la valeur par rapport au reste. Ce qui est Ok. assez différent de d'autres orgas où j'ai été, où t'as un espèce de OK, on rationalise, donc il n'y a pas trop le moyen d'utiliser autre chose. Hmm. Du coup, c'est cool de faire du PM, vrai PM, au sein d'une entreprise interne. Voilà. Je te laisse avancer sur Dib ou je sais pas si tu avais Et terminé. j'avais fini, je crois, hein, non? Ou Ah, j'avais pas ok, fini, je sais d'accord. plus. Euh, Ouais, c'était ça. Ah oui, pardon, j'avais juste dit en conclusion, bah, aimer la data, quoi, faut pas en avoir peur. Connaissez-la bien. Enfin, faut savoir ce qu'on a et ce qu'on fait. Mais au final, faites-vous confiance. Voilà. Donc Et- partir de l'instinct et le valider plutôt que répondre constamment à la donnée, quoi. C'est plutôt ton Hmm. conseil. Ok. Et merci. Et du coup, il Bah, reste assez peu merci de temps sur beaucoup. faire des questions-réponses, mais comme on les a fait au fil de l'eau, hein. Ouais, merci beaucoup Guillaume, en tout cas pour tous les insights, c'est super intéressant de voir. Enfin, encore une fois, hein, Spotify, c'est un peu le modèle dans la tête de beaucoup en termes d'organisation qui pratique le produit proprement à l'échelle et tout. Donc, c'est intéressant de voir l'aspect data que vous avez. Merci beaucoup pour ce retour, c'était super intéressant. Je sais pas s'il y a des dernières questions, n'hésitez pas s'il y en a. Et sinon, comme on dit dans les podcasts, où est-ce qu'on te retrouve, Guillaume? Où est-ce qu'on se retrouve? Je sais pas, non, ça rien. J'ai pas suivi. Sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Ah oui, 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 où est-ce qu'on me retrouve? Bah oui, tu peux me retrouver sur LinkedIn, ouais. Oui, oui, LinkedIn. Guillaume Perchet. Voilà. Je serais ravi de discuter plus. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions, donc merci beaucoup en tout cas Guillaume, merci aux participants pour voilà cette dernière édition de l'année. Je souhaite des joyeuses fêtes à tout le monde et puis on se retrouvera en début d'année pour un nouvel épisode. Et ouais, bonne fin d'année, bonne fête. Merci à tous.